Oui, déjà bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents ce soir. Merci à tous ceux qui ont permis à cette soirée d'exister. Donc pour revenir au livre, donc c'est vrai que moi j'ai un peu cette double casquette à la fois d'alpiniste et puis d'envie de traduire aussi un peu l'invisible et l'indicible de la montagne par des mots. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu et touché. Et donc j'ai la chance de travailler avec des grands éditeurs parisiens. Voilà, les premiers livres c'était les éditions Grasset, maintenant chez Stock. Donc c'est des éditeurs plus généralistes de littérature que vraiment d'un monde très spécialisé de l'alpinisme pur et dur. Et en fait, ce livre est venu à l'origine d'une commande de mon éditeur qui m'a dit, voilà, le point charnière, c'est qu'effectivement, on l'a souligné, mes parents qui n'étaient absolument pas des alpinistes et qui vivaient dans une région de plaine, dans la région saumuroise, pour ceux qui connaissent, m'avaient prénommé Lionel en hommage à Lionel Terray. Et donc l'éditeur m'a dit « Ah mais ça c'est vraiment très intéressant, ça serait vraiment bien d'écrire sur Lionel Terray, sur pourquoi et sur les résonances, les échos dans notre époque et dans ma vie. » Et en fait c'est un projet que j'ai refusé au début parce qu'en fait on comprend bien que écrire à la fois sur une icône sacrée de l'alpinisme comme l'est Lionel Terray, écrire aussi dans le même temps sur soi, c'est quand même un sujet qui est hyper casse-figure, quoi, où justement on peut très vite tomber dans une forme de prétention ou de comparaison qui aurait, en tout cas à mes yeux, absolument pas lieu d'être. Donc en fait j'ai quand même, j'ai refusé, et puis dans un deuxième temps je me suis dit quand même t'es stupide, t'as vraiment un tapis rouge qui se déroule devant toi avec un éditeur qui te laisse carte blanche là-dessus. Et voilà, j'ai commencé à cogiter et j'ai réfléchi pour essayer de faire cette espèce de partie de ping-pong avec Lionel Terray où j'allais dérouler sa vie en ayant un regard aussi sensible. C'est-à-dire l'idée c'était aussi d'incarner au maximum Lionel Terray, c'est-à-dire que effectivement c'est un personnage flamboyant, mais derrière le personnage flamboyant il y a aussi un homme, et ça m'intéressait d'essayer de l'approcher le plus possible. Et puis chemin faisant, effectivement de faire des allers-retours et avec des points d'ancrage souvent géographiques, des endroits comme l'Alaska, comme la Patagonie, comme plein d'endroits des Alpes où j'ai pu vivre aussi de belles aventures et de faire un peu des allers-retours qui me permettaient d'avancer dans la vie de Lionel Terray. Et après, sur la structure même du livre, ça c'est vrai que je m'étais posé la question, comment raconter finalement cette espèce de double couche entre mon époque, l'époque de Terray, ma vie, la vie de Lionel Terray, et puis je me suis dit ça peut être sympa de refaire et très intéressant et très émouvant cette double ascension donc de la fissure en arc de cercle sur le Gerbier, donc à côté de Grenoble où Lionel Terray a perdu la vie avec Marc Matinetti. Et c'est vrai que ça a été l'entête du coup de chaque chapitre, puisque l'approche se faisait en plus à bicyclette, puisque j'étais avec un ami qui s'appelle Patrick Vagnon, qui est un alpiniste et un himalayiste émérite, qui est aussi un très très bon compagnon. Et en fait, on est parti de chez lui de Saint-Nizier-du-Moucherotte pour aller à vélo au Gerbier. Et donc l'approche, c'était ma jeunesse, comment j'ai pu rencontrer Terray, et puis avancer dans le livre, etc., avec ce côté un peu schizophrène de l'ascension qu'on faisait au présent, et qui était un moment de joie parce que on aime grimper, ça reste une belle escalade, la fissure de l'arc de cercle, et puis toujours en arrière-plan, se dire que au fil des longueurs, je me rapprochais de plus en plus de l'issue tragique, et que quelque part il y avait cette dualité, et puis cette idée qu'on faisait l'ascension à deux, mais qu'autour de nous virevoltaient deux fantômes. Dans le livre, tu parles de ton boycott des 8000. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, alors c'est quand vous grimpez, en fait, on le voit à l'époque de Lionel Terray, même déjà se pose la question, vous grimpez une montagne et forcément, quand vous grimpez une montagne, vous posez forcément la question des moyens. Quels moyens vous mettez en œuvre pour gravir une montagne ? Est-ce que tout est permis ? Est-ce que toutes les technologies sont bonnes à prendre, ou au contraire, vous en acceptez
et vous en laissez certaines de côté. Et c'est vrai que de tout temps, ce côté qu'on va qualifier d'éthique, et d'ailleurs dans le film, Lionel Terray parle aussi d'éthique, c'est quelque chose qui a été fondamental dans ma vie. Et c'est vrai que, donc pour moi, j'ai toujours eu cette éthique un peu puriste, jusqu'au boutiste, d'essayer d'aborder la montagne avec ce que les Anglais appellent by fair means, par des moyens propres. C'est-à-dire justement de ne pas enclencher de moyens qui, quelque part, vous desservent, ou plus exactement vous asserviraient, quoi. Les moyens que vous utilisez vous servent à vous élever, et à vous élever plus en montagne, à aller un peu plus haut que le sommet de la montagne en quelque sorte, quoi. Et par rapport aux 8000, si vous voulez, pour moi c'est une vision plus élargie encore de la montagne. C'est-à-dire que la question que je me suis toujours posée et que je pose en permanence, c'est est-ce que l'éthique que vous adoptez en montagne, est-ce qu'elle doit s'arrêter au pied de la montagne? C'est ce qu'on appelle le style alpin, en l'occurrence en Himalaya, ce qui se fait beaucoup. Voilà, on essaye d'être dans des moyens très dépouillés, justement, de plus avoir ce que Lionel Terray utilisait à son époque, des camps d'altitude posés par des Sherpas, des kilomètres de corde fixe, etc. Et donc, effectivement, cette éthique de style alpin qui existe à l'heure actuelle dans l'himalayisme de pointe, est très belle, mais quelque part, pour moi, s'arrête un peu au pied de la montagne, dans le sens où, pour moi, l'éthique, elle est beaucoup plus globale que juste regarder par la lorgnette la paroi, quoi. Je m'explique. C'est-à-dire que quand vous allez sur l'Himalaya d'aujourd'hui, sur les hauts sommets, vous avez des royalties, vous payez des droits qui sont parfois assez élevés, et que ces droits ne vont absolument pas aux populations locales, parce que je suis aussi allé en Himalaya, mais sur des sommets de moindre altitude, et puis pour avoir beaucoup discuté avec des gens là-bas, en fait, on se rend compte que aucune des royalties que vous payez pour gravir un sommet ne revient aux populations locales, et que moi, personnellement, vis-à-vis de ma conscience, ça provoquait une gêne et un désagrément. Et deuxième chose, quand vous êtes aussi dans ces zones de l'Himalaya, en fait, vous êtes censé, alors dans les faits, c'est pas toujours avéré, mais vous êtes quand même censé avoir un officier de liaison qui, en quelque sorte, est une sorte de policier qui vient vérifier que vous avez bien payé pour l'ascension que vous projetez. Et pour moi, quelque part, la montagne, c'est un lieu qui est un lieu évidemment de liberté, et c'est un lieu qui n'est pas en quelque sorte cadastré. C'est un lieu qui échappe justement à l'emprise humaine. C'est un lieu finalement où, si là je prends mes pulsations ici dans cette salle, je vais sentir mes pulsations, et quand je vais me retrouver dans une montagne perdue à l'autre bout de la planète, je vais poser les mains sur le rocher ou sur la glace, enfin avec des gants quand même, et je vais me rendre compte aussi que de cette montagne va sourdre aussi une autre forme de pulsation, et que quelque part, je vais sentir qu'il y a un accord entre ces deux pulsations, que finalement, ces pulsations vont être les racines de la montagne, mes racines, et finalement ce sentiment de plénitude qui va naître d'un rapport, je dirais, extrêmement brut de l'homme, petite espèce parmi d'autres sur notre planète, qui, quelque part, touche un peu les racines du monde, qui n'est pas le monde tel qu'on l'a bâti, mais vraiment les racines de notre planète, et que quelque part, quand vous êtes en Himalaya avec tout ce système, toute cette chape qui pèse sur les hauts sommets, quelque part je filtrais, je travestissais la montagne, et que le rapport que j'ai pu vivre en montagne, dans toutes ces montagnes isolées de la planète où j'ai pu aller, où justement il y avait cette notion de liberté, cette notion de libre choix, de libre arbitre, n'était absolument pas galvaudé. Et que, comme aussi c'est souligné dans le film, il existe de multiples formes d'alpinisme, et que effectivement, je ne me suis pas tourné vers l'alpinisme de très haute altitude, ou l'himalayisme de très haute altitude, mais je suis allé effectivement beaucoup vers un alpinisme d'exploration dans des endroits où très très peu de gens s'étaient rendus avant, quoi. Est-ce que Lionel Terray a marqué ta carrière d'alpiniste ? Oui, alors beaucoup de choses là-dedans. C'est vrai que effectivement, je me suis énormément intéressé à la vie de Lionel Terray. Forcément, j'ai fait des recherches le plus approfondies possible
Et c'est vrai qu'il y a un peu de choses, parce qu'effectivement, quand j'étais jeune, effectivement, j'ai découvert la montagne au travers des livres, j'ai lu les grands récits de montagne, dont évidemment les Conquérants d'inutiles, qui sont vraiment un ouvrage magnifique que je recommande chaudement pour qui ne l'aurait pas encore lu. Et en même temps, j'avais jamais mis Lionel Terray comme un totem finalement au centre de la pièce en disant voilà, il faut absolument que ci ou ça. Mais en même temps, ce qui est assez fascinant, c'est que, et là je vous rejoins dans l'écriture du livre, je me suis rendu compte que dans des moments importants de ma vie, j'ai convoqué d'une manière inconsciente finalement Lionel Terray, alors que je ne pensais pas lui octroyer une importance plus grande que cela. En tout cas, pas forcément plus grande qu'un autre alpiniste aurait pu avoir vis-à-vis de ce que j'ai pu faire. Et deux exemples en fait. On l'a souligné, voilà, j'ai eu une carrière de soliste où j'ai essayé d'aller le plus loin possible en montagne, et pour moi, là, aller le plus loin possible en montagne, c'était aller seul, puisque, voilà, en gros, vous avez le rôle d'une cordée à assumer tout seul, et que dans une quête de difficulté, qui est aussi finalement une des lignes directrices de l'alpinisme, et ben, l'histoire du solo peut avoir une place très importante. Et il se trouve que j'avais envisagé à une époque ce que j'avais appelé la trilogie des directissimes, donc Grande Joras, Cervin, Eiger. À l'époque, je choisissais les directissimes, les voies parmi les plus dures, au moment où c'était le plus dur, en hiver, par le moyen le plus dur en solo, et avec une touche un peu artistique de les relier sans aucun moyen mécanique, donc à ski, à pied, à vélo, etc. Et en fait, première tentative, je me gèle au niveau du Cervin, et voilà, je me fais amputer de 8 orteils. Première pause, premier moment d'écriture aussi, puisque c'est l'occasion d'écrire la montagne intérieure, sur un peu l'envers de l'alpinisme, un peu passer de l'autre côté du miroir, un peu être Alice au pays des merveilles et basculer de l'autre côté sur justement l'indicible de la montagne et ce côté peut-être plus spirituel avec des grands guillemets de la montagne. Et quelques années plus tard, je remets le couvert en disant, bah voilà, t'es quelqu'un, c'est une qualité et un défaut à la fois. Je décide de repartir sur la trilogie, mais en sens inverse, et je commence par l'Eiger. Sauf que dans l'Eiger, voilà, je me rends compte que l'histoire du solo, c'était une histoire qui s'était arrêtée au moment finalement des amputations. Parce que quand vous faites une ascension en solo, vous avez toujours une double ascension. Vous avez l'ascension du petit bonhomme que vous voyez dans sa face inhumaine, glacé, congélateur, etc. Et puis vous avez l'ascension que vous faites dans votre tête. Et que quelque part, il y a un moment donné, j'ai senti que si je continuais, j'avais un tapis rouge, j'avais des sponsors, j'avais des médias, etc. Puisque j'étais professionnel, je vivais de contrats de sponsoring. Mais que finalement, je faisais plus les ascensions pour l'amour des montagnes et parce que j'avais vraiment cette gratuité fondamentale de l'envie de grimper en montagne, mais parce que voilà, j'allais devenir attentif à ce que j'ai appelé le regard de l'autre. C'est-à-dire que dans une relation que vous croyez être de vous à la montagne, s'intercale ce que j'appelle l'autre. L'autre, c'est le milieu, c'est les sponsors, c'est votre ami, c'est vos copains, c'est en conférence quand on vous dit « alors c'est quoi le prochain projet ?» Vous avez l'étiquette alpiniste solitaire, mais ça c'est que l'étiquette, et libre à vous de l'arracher si elle ne vous correspond plus. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, l'Eiger, c'était pas mon histoire, j'avais plus envie d'être dans cette face-là, quoi. Et donc j'ai renoncé. Et en renonçant, je me suis dit, demain, voilà, peut-être que je vais plus rester alpiniste professionnel, je vais me reconvertir, je vais peut-être faire charpentier, je sais pas. Je continuerai à pratiquer la montagne d'une autre manière, mais pas de la manière telle que je la faisais. Et j'ai écrit un texte, justement, où j'ai convoqué Lionel Terray en citant cette fameuse citation de la fin des Conquérants inutiles, voilà, qui est citée aussi dans le film, où Lionel Terray raconte que voilà, il saurait devenir le simple pâtre auquel il aspirait. Et j'avais le sentiment que finalement, en arrêtant le solo, en ayant cette capacité de renoncement, eh bien, quelque part, j'étais le simple pâtre auquel Lionel Terray aspirait. Ça, c'est le premier exemple où Lionel Terray est arrivé au moment où j'ai arrêté les solos. Et le deuxième exemple est un exemple un peu étrange,
qui se relie plus à mes engagements actuels. J'habite dans les Alpes du Sud, tout près de la frontière italienne. Et sur cette frontière italienne, des gens, des femmes traversent, fuient des pays. On les appelle des migrants, on les appelle des exilés, on les appelle des clandestins. On a du mal à trouver des noms qui leur correspondent parce que finalement, c'est un peu les fantômes de l'Europe, quoi. Et ces gens qui traversent ces montagnes, qui pour moi sont des terrains de jeu, parfois viennent y mourir. Et quelque part, pour moi, c'est un coup de poignard dans le cœur de savoir que des gens qui traversent des montagnes viennent mourir sous mes yeux quelque part. Un peu comme Lionel Terray avec l'histoire des secours en montagne dans lesquels il s'est énormément impliqué. Et il y a une histoire dont vous avez peut-être entendu parler, où en fait, cette personne qu'on a appelée l'affaire des 7 de Briançon, les solidaires de Briançon, parce que parfois des gens la nuit, dont j'ai pu faire partie, font ce qu'on appelle des maraudes, c'est-à-dire que vous restez côté France, et puis parce que voilà, si vous passez la frontière avec quelqu'un qui est pas en règle, bah, vous rentrez dans une forme d'illégalité, mais vous pouvez rester côté France et accueillir les gens dans la montagne ou essayer de les récupérer parce qu'ils sont souvent dans des états un peu lamentables. Et donc, à un moment donné, des personnes se sont fait interpeller. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais toujours est-il que ces 7 personnes qui se sont fait interpeller et donc qui sont passées devant les tribunaux m'ont demandé de témoigner sur l'esprit de solidarité qui doit, et qui à mes yeux est une des vertus cardinales du montagnard. Et donc je me suis retrouvé, non pas là face à une assemblée bienveillante, on va dire, mais devant une présidente de tribunal à Gap, qui était plutôt très, très hargneuse, très, très vindicative. Et justement, deuxième épisode, voilà, et là je reconvoque de nouveau Lionel Terray en racontant ces grandes histoires du secours en montagne qui ont aussi jalonné l'histoire de l'alpinisme et qui, à mes yeux aussi, sont une part extrêmement importante de la vie de Lionel Terray, qu'il expose d'ailleurs un peu en creux dans Les Conquérants inutiles. Parce qu'il a sûrement été très très affecté par tout cela et qu'il, quelque part, sa sensibilité peut-être l'empêchait de l'exprimer au grand jour. Et quelque part, pour moi, ça incarnait magnifiquement l'esprit de ce qu'a été Lionel Terray. Et quelque part, j'avais envie de l'ériger en vertu et quelque part en exemple à ce moment très particulier de ma vie où j'allais me retrouver non pas en tant que condamné, moi j'étais pas dans les 7 de Briançon, mais en tant que témoin appelé sur cette histoire de solidarité. Et donc voilà les 2 épisodes de ma vie où Lionel Terray est apparu d'une manière extrêmement, extrêmement forte et en même temps extrêmement belle. Est-ce que la présence de la mort dans l'alpinisme influence votre pratique aujourd'hui ? Alors en fait, effectivement, la notion de risque et de danger est omniprésente quand même dans l'alpinisme de pointe. Et je crois, justement, je suis peut-être pas trop d'accord. Pour moi, je trouve que la conclusion, au contraire, elle amène effectivement, elle se termine sur la mort de Lionel Terray, mais quelque part, on se rend compte que sa mort, elle le dépasse, quoi. C'est-à-dire que pour moi, Lionel Terray, il n'est pas resté au pied de la paroi, il n'est pas resté enterré sous la terre à Chamonix. Il y a quelque chose d'extrêmement beau qui est sorti de tout ça. Et c'est un peu cette idée que l'aventure ou que l'aventure dont fait partie l'humanité, puisque voilà, c'est l'idée d'un arbre en fait quelque part, et puis que Lionel Terray, ça a été une des branches de cet arbre-là en fait. C'est plus ça ma conclusion, et que de cette branche on l'a vu, est très forte, très vigoureuse, avec une très belle sève, une énergie incroyable, eh bien, elle a donné naissance à plein d'autres branches, et que toutes ces branches, elles continuent toujours à monter vers la lumière, elles continuent à monter vers le ciel, et quelque part, elles amènent le beau de l'humanité, elles amènent le meilleur de l'humanité. Donc voilà, ça c'est la petite aparté, pour moi, plus sur la conclusion du livre.
Et je crois qu'après, effectivement, il y a toujours ce paradoxe de l'alpiniste qui va fondamentalement chercher la vie en montagne. Pour moi, j'ai jamais le sentiment d'avoir joué à une roulette russe en montagne. C'est pas des pulsions suicidaires qui m'amènent en montagne, mais je crois que ce qui anime les alpinistes, et en tout cas, je suis persuadé que des gens comme Lionel Terray, Marc Martinetti, tous les gens qui ont accompagné Terray dans cette expédition et en étaient animés, c'était une formidable soif de vie, quoi, et une vitalité extraordinaire. Et que de cette vitalité naît une forme de charisme, naît une forme de rayonnement, et que ce rayonnement va se propager et toucher tout un chacun, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit tous ensemble et que nous sommes tous reliés finalement. Et que le je existe parce qu'il y a le nous. Et qu'en fait, nous sommes tous dans des liens. Et en fait, on s'appuie tous les uns sur les autres pour progresser, pour avancer dans nos vies. Et que quelque part, je crois que la mort, effectivement, elle atteint les êtres physiques. Évidemment, Lionel Terray a perdu beaucoup d'amis en montagne, j'ai perdu beaucoup d'amis en montagne. Nicolas évoquait encore Yann Rollet qui malheureusement est décédé il y a quelques semaines. Mais je crois que effectivement la mort peut atteindre les êtres physiques, mais la mort est incapable de couper tous ces liens qui se sont créés, quoi. Et je crois que c'est ce qui fait l'extraordinaire beauté de l'alpinisme, c'est qu'elle a cette capacité à engendrer de la vie, tout simplement. Merci beaucoup. Quelle est aujourd'hui la reconnaissance de l'alpinisme dans le grand public ? Oui, déjà, pour resituer, à l'époque de Lionel Terray, l'alpinisme est dans la grande sphère médiatique. Mes parents m'ont appelé Lionel parce que voilà, ils ont entendu parler de Lionel Terray à la radio, etc., etc., et que la notoriété des alpinistes de la génération de Lionel Terray était celle d'un footballeur professionnel à l'heure actuelle. Ils étaient vraiment très très connus. Lionel Terray allait faire des conférences privées devant le général de Gaulle. Je ne connais pas un alpiniste aujourd'hui qui va à l'Élysée projeter des films à Emmanuel Macron. En même temps, je ne suis pas sûr qu'il y en aurait qui auraient beaucoup envie de faire ça, mais bon, ça c'est une autre problématique. Et pour revenir à la question, à l'heure actuelle, oui, l'alpinisme est rentré dans une sphère beaucoup plus confidentielle de deux choses, à mon avis, de mon point de vue. C'est que, d'une part, l'alpiniste à l'heure actuelle n'a pas forcément toujours envie d'être sous les feux de la rampe et de vouloir parler et de communiquer à tout crin, et que contrairement à l'époque de Lionel Terray, où on voit que quand même le canal de communication est relativement monolithique, c'est les expéditions nationales, même si les gens écrivent des livres, etc., etc., il y a quand même une forme de canal qui est un peu une voie finalement assez linéaire. Alors, à l'heure actuelle, les jeunes alpinistes vont communiquer beaucoup avec les réseaux sociaux, donc vont pas être dans les mêmes strates ni les mêmes sphères de médiatisation, quoi. Donc il y a ce côté-là, et puis il y a ce côté aussi qu'à l'heure actuelle, il est très très difficile d'expliquer à un néophyte la performance en alpinisme. Si votre système de valeur de parler de la montagne, c'est uniquement la performance, avec une dimension très sportive, qui augmente chaque année, c'est-à-dire que de plus en plus les alpinistes deviennent des athlètes. Maintenant, quand vous êtes sponsorisé par une marque, elle va pas prononcer le mot de montagnard, elle va dire voilà, vous êtes un athlète. Et du coup, vous rentrez dans une dimension sportive. Il n'y a pas que ça, mais bien souvent, les jeunes alpinistes vont quand même vite se focaliser dans une dimension sportive. Et si vous rentrez dans une dimension sportive, vous allez avoir une vraie complexité à définir une forme de valeur. De dire, ça c'est vraiment le top niveau, ça c'est un peu plus dur, ça c'est un peu moins dur. Et donc c'est compliqué d'expliquer au grand public qui ne va pas connaître. Vous avez le monde de la mer que je connais très bien. Vous avez des courses au large, c'est très facile. Le premier qui va arriver au bout du Vendée Globe, c'est celui qui aura gagné. Et du coup, il y aura une reconnaissance qui sera
facile et une grille de lecture qui sera aussi très simple. Et en montagne, voilà, on va vous dire, il y a quelqu'un qui a fait une voie extrême en libre en Patagonie, ils sont restés 20 jours dans la paroi. Après, on va vous dire, mais il y a d'autres personnes, ils sont allés faire une expédition en Antarctique, ils sont restés 3 mois sur un bateau, ils ont fait des sommets, on ne sait même pas le nom. Vous avez d'autres personnes qui ont fait quelque chose de très difficile en Himalaya. Est-ce que Mozart, c'est mieux que les Beatles ? On en est à ce genre de questions maintenant. Parce que l'alpinisme devient encore plus multiforme et surtout, le niveau augmentant se spécialise dans des branches différentes. Donc en fait, il y a cette espèce de sphère, de nébuleuse, dans laquelle il est très difficile de savoir, si vous n'avez pas un regard très aguerri et très spécialiste, finalement ce qui va être entre guillemets un vrai exploit ou pas, et si on veut ne parler que de ça, parce que on peut aussi faire rentrer l'alpinisme dans des sphères plus artistiques, plus poétiques, plus politiques, etc., qui fait que pour moi, dire que l'alpinisme est un sport est quelque chose de profondément réducteur, tout simplement, quoi. Si, parce que jusque dans les années 80, par exemple, l'alpinisme a été encore très médiatique. C'est la fin de la période de la starisation. Allez, si on veut refaire un petit bref de l'histoire de l'alpinisme, donc effectivement, vous avez cette époque de l'après-guerre qui est héroïque sans l'être, c'est-à-dire que on met des étiquettes héros, mais pour voir, vous voyez les images comme moi, vous voyez des gens qui sont heureux en montagne, des gens qui ont la banane, des gens qui aiment grimper, qui ont l'amour de la montagne. Et ça ne change pas, la flamme, elle est toujours là, quoi. Et puis après, vous avez des gens qui sont arrivés comme Bonatti, comme De Maisons. Puis après, on est arrivé dans les années 80, où là, vous avez encore les dernières stars, des gens comme Christophe Profit, Éric Escoffier, parce que là aussi, c'est resté dans la sphère du grand public, parce qu'il y avait aussi quelque chose qui était compréhensible pour le grand public. On transformait en gros la montagne dans une forme de stade où, parfois, sans l'accord des différents protagonistes, on les mettait dans des formes de duels où on les opposait, etc. Et donc, il y avait une compréhension aisée, et ce qui faisait que là, on pouvait avoir une adhésion du grand public par rapport à ça. Et puis après, vous avez eu Catherine Destivelle, qui a fait des choses remarquables et qui a été finalement, à mes yeux, la dernière personne, entre guillemets, un peu connue du grand public dans le monde de l'alpinisme. Et après, vous êtes retombé dans une forme plus de discrétion, non pas de mort, parce que le milieu de l'alpinisme est toujours incroyablement vivant, et je peux vous assurer que sur la planète, il y a toujours de très très belles choses qui se réalisent chaque année, et le monde de l'alpinisme est bien vivant, mais c'est simplement effectivement sa communication avec le grand public qui n'est plus présente, en tout cas en France. Après, aux États-Unis, par contre, vous avez encore quelques personnes qui peuvent être considérées comme de vraies stars, quoi. Beaucoup d'alpinistes sont morts. Oui, mais après, je peux vous citer d'autres personnes vivantes aussi, ouais. Oui, après, de toute façon, on le sait, dans le monde de l'alpinisme de pointe, il y a de la casse, il y a effectivement, et il y a ce côté extrêmement ambigu de la définition de l'exploit. L'exploit, c'est en fait, vous avez une ligne qui pourrait s'apparenter à une ligne de crête, et vous mettez un pas là où personne n'a mis le pied, vous êtes un pas plus loin. Et vous savez que si vous mettez un pas, vous revenez en arrière, vous retournez dans le monde des hommes, et là on va vous applaudir, on va vous dire « Fantastique, ce que tu as fait, c'est vraiment un cran au-dessus ». Seulement, quand vous faites ce pas-là, en fait, vous ne savez pas si vous avez un seul pied, ou si vous avez les deux pieds, et que vous êtes en train de tomber de l'autre côté, quoi. Parce que cette frontière que vous définissez comme la frontière étant entre la vie et la mort, elle n'est pas fixe, elle est floue, elle est mouvante, et en fait, vous pouvez vous dire tout ce que vous voulez, vous ne savez pas, en fait. Vous pouvez pas, vous allez vous mentir si vous dites oui, je suis dans une maîtrise du risque, etc. Voilà ce que vous dites. Je pense que tous les alpinistes forts, tous les experts peuvent avoir dit qu'ils maîtrisaient des risques ou qu'ils savaient jusqu'où ils pouvaient aller.
Pour moi, c'est une vraie connerie. Les cimetières sont remplis de gens qui disaient qu'ils maîtrisaient tout et qui, en fait, malheureusement, se sont tués, quoi. Et que, en fait, bah voilà, l'histoire de l'alpinisme est toujours ce jeu qui n'en est pas un, de mettre un pied plus loin, de s'élever et de revenir. Et ce qui est très important là-dedans, c'est justement cette capacité de renoncement. C'est de se poser les questions, de savoir qu'est-ce qui te pousse à aller en montagne, quoi. Quels sont tes vrais moteurs, quelles sont tes motivations, pourquoi tu fais ça. Et que si tu es capable d'apporter les réponses à tout ça, bah, ce jeu en vaut la chandelle, quand bien même tu perds la vie malheureusement à 25 ans, à 30, à 40, à 50 ou autre. Mais c'est l'histoire d'une vie qui va être vécue à la différence d'une vie qui va être juste exister. Qu'est-ce que tu penses de Kilian Jornet ? Oui, alors c'est intéressant parce que Kilian Jornet, j'en parle un peu dans le livre justement sur la toute fin, où ça m'intéressait de savoir ce qui restait aussi évidemment de Lionel Terray et de toute cette époque-là. Et en fait, on est surpris de l'extrême volatilité de la mémoire. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes alpinistes, de jeunes guides, de jeunes qui écrivent les pages de l'alpinisme aujourd'hui ne connaissent pas Lionel Terray. Tout simplement parce qu'ils sont venus à la montagne, non pas comme moi ou comme beaucoup de gens peut-être ici par des livres, ils sont venus par des vidéos sur YouTube, ils sont venus par Instagram, ils sont venus par justement tous ces moyens de communication contemporains, quoi. Et Kilian Jornet, c'est un peu un cas à part, parce qu'effectivement, il est dans le monde du trail, et on pourrait se dire... bah oui, le monde du trail, la course en montagne, c'est extrêmement éloigné du monde de l'alpinisme et du monde de Lionel Terray, par exemple. Sauf que ça allait trop vite en besogne et c'est prendre trop de raccourcis. C'est-à-dire que Kilian Jornet, c'est quelqu'un qui est un vrai montagnard, c'est quelqu'un qui a passé sa jeunesse dans les refuges des Pyrénées et qui porte en lui un véritable amour de la montagne et qui a une véritable culture de la montagne. Et ça m'a vraiment surpris. Parce que justement, je lui ai écrit, je l'ai interviewé par internet interposé, parce que je n'avais pas pu le rencontrer à ce moment-là. Et en fait, j'ai été surpris de la finesse de ses réflexions justement sur Lionel Terray, sur les conquérants inutiles, sur l'histoire de l'alpinisme et des clés dont Lionel Terray était finalement le maître des clés, des portes que Lionel Terray a pu ouvrir avec ses propres clés, et de se dire que voilà, l'alpinisme des années 80, l'alpinisme de vitesse, peut être aussi compris par rapport à ce qu'avaient fait aussi des gens comme Lionel Terray et Louis Lachenal, avec un alpinisme extrêmement rapide et une modernité qui était très présente. Donc pour moi, je voudrais pas dire de Kilian Jornet que c'est quelqu'un un sportif pur et dur qui n'a qu'un chronomètre en tête, ce serait faux. Quel est le nouveau Terray ? Ça c'est toujours des questions très très pièges. En tout cas, l'alpinisme à l'heure actuelle continue à évoluer et continue à repousser des limites sans cesse. Ce qui est clair, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez un alpinisme qui va dans plein de directions. Voilà, pour en prendre quelques-unes. Vous avez ce qui se fait très difficile, des choses très difficiles en style alpin en Himalaya. Voilà, ça c'est une direction. Après, vous avez des gens qui vont faire des choses très difficiles dans des parois, des grands big walls, des parois rocheuses en escalade libre. Là, on peut citer beaucoup ce que j'appelle l'école belge, Nicolas Favresse, Cholin Villanueva. C'est vraiment ces gens-là qui impulsent et une jeune génération qui suit derrière, qui fait des choses remarquables, extrêmement pures, avec de moins en moins de moyens, une éthique vraiment rigoureuse et qui sont toujours dans une dimension aussi d'engagement très fort. Après, vous avez des gens qui font aussi des solos, vous avez des femmes. Vous avez des femmes qui sont très très peu connues, je pense notamment à une Espagnole, Silvia Vidal, qui a d'ailleurs eu
une nomination sur un piolet d'or, enfin, ou une récompense, là, il y a quelques années, qui a tracé son bonhomme de chemin en portant des sacs innommables et aller faire des ouvertures dans des parois très lointaines, sur des sommets, voilà, dont on ignore la prononciation du nom. Vous avez après des gens qui vont inverser le regard, c'est-à-dire d'avoir cette idée que l'avenir de la montagne, c'est pas forcément que la montée, mais aussi la descente. Donc vous avez des gens qui vont faire des choses à ski, très très raides, très très engagées. Vous avez aussi l'apparition de nouvelles pratiques en montagne, le base jump, le parapente. Les arts circassiens aussi, on a vu arriver le monde du cirque dans la montagne avec des gens qui tendaient des highlines en montagne. Ce que je trouve assez génial, c'est que finalement, je dirais que l'alpinisme d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui me touche, c'est sa diversité, quoi. Et que, ben voilà, un monde sans diversité est un monde assez triste finalement. Et que l'univers actuel est extrêmement riche de plein de choses diverses et variées, et que à la fois avec des nouveaux outils, les jeunes alpinistes ouvrent de nouvelles portes, comme Lionel Terray a pu ouvrir d'une manière naturelle des portes, puisque l'univers était à ses yeux, et que à l'heure actuelle, soit avec les nouveaux outils, soit par une progression encore plus forte, ou soit par un regard artistique ou poétique, on peut le qualifier aussi comme ça, les choses vont se décaler dans les projets, et il va y avoir une forme de réinvention ou de relecture du territoire de la montagne, quoi. Et à l'heure actuelle, c'est ce sentiment que, effectivement, si on regarde l'univers des Alpes, bah, vous avez le sentiment de dire, bah oui, on est arrivé à la fin d'un monde en quelque sorte, puisque voilà, même si des esprits un peu affûtés arrivent toujours à trouver une ligne de goulotte ou une ligne qui n'a pas été encore gravie, clairement, on va dire que à 99%, tous les itinéraires logiques ou qui font rêver ont été ouverts, quoi. Donc les ouvertures, ça c'est un peu compliqué. Pareil, les solos, les hivernales, etc. Il y a eu toute une histoire qui a été écrite. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'à partir du moment où vous avez la conscience d'arriver au bout d'un monde, ben c'est un peu la même démarche qu'en peinture ou que dans un art. Vous avez à avoir quelqu'un qui va arriver et qui va reprendre le pinceau d'une autre manière et qui va réécrire et réinventer une forme de langage ou une forme de nouveauté en montagne. Et ça, je trouve que c'est en train de doucement prendre ce virage-là dans l'alpinisme contemporain, quoi. Pourquoi la mer est-elle plus médiatisée que la montagne ? Alors je rajoute deux choses par rapport au monde de la mer que je connais bien, puisque j'ai fait beaucoup d'expéditions mer-montagne, pas de la course au large, mais des expéditions mer-montagne avec Isabelle Autissier. C'est que déjà, par rapport à la mer, il y a aussi cette idée d'une course. Quand vous êtes à un départ de course au large, c'est magnifique, quoi. C'est télégénique, il y a une ferveur, il y a une liesse. Vous accompagnez des alpinistes qui partent à l'autre bout de la planète, ils vont prendre un train et un avion, enfin je sais pas quoi, c'est pas très passionnant, donc là il n'y a pas grand chose à raconter, quoi. Et puis après, quelque chose de très pragmatique, c'est que un budget de course pour un marin, c'est même pas une vie d'expédition en Himalaya d'un alpiniste, c'est des budgets qui sont faramineux. Donc par le fait que avoir un bateau pour faire le Vendée Globe ou n'importe quelle course autour du globe, bah vous allez avoir besoin d'un budget extraordinairement élevé. Et si vous avez besoin d'un budget très élevé, bah va falloir aller taper sur les gens qui ont le plus d'argent dans le monde des grandes entreprises. Donc ils vont demander des plans de communication sur lesquels ils vont avoir des retombées très importantes. Donc les marins vont se transformer 6 mois de l'année en chef d'entreprise pour démarcher et avoir des plans de communication extrêmement précis. Et ce qui fait que l'alpinisme, à mes yeux, c'est une chance, à échapper à ça. Et effectivement, après, je pense que quand même, et je suis assez surpris de voir quand même les jeunes générations d'alpinistes
continue à parler de valeurs humaines. Il n'y a pas forcément que le chronomètre. Si vous discutez avec des jeunes alpinistes, que ce soit des alpinistes qui font les choses les plus dures à l'heure actuelle, ou comme disait Claude, voilà, le pratiquant plus, on va dire, du dimanche ou lambda, mais effectivement, il y aura toujours ce fondement de valeurs humaines qui sera présent, parce que tout simplement, l'être humain évolue dans des mondes fragiles, ou dans ces mondes fragiles, quelque part, il a plus cette domination et ce côté prédateur qu'on peut avoir dans le monde dans lequel on vit, en gros, quand on est en vallée, où on a tout assujetti pour notre bien-être, alors que là-haut, c'est l'exact inverse, à savoir qu'au contraire, vous êtes juste passager des montagnes, et que quelque part, effectivement, vous allez développer aussi une relation bien souvent d'humilité par rapport à la montagne. Et ça, c'est aussi flagrant dans l'alpinisme de pointe, où en fait, vous avez ce côté très étonnant, où plus les gens connaissent la montagne et plus ils pratiquent, et plus cette relation d'humilité augmente en quelque sorte. Alors qu'on pourrait croire, bah non, on va rouler les mécaniques, on est les meilleurs du monde. Non, souvent c'est... Moi, j'ai plutôt le sentiment que les discours et ce que je reçois de tout un chacun, c'est justement l'inverse, quoi. Donc ça, c'est aussi très important. Et je finirai par citer une citation de ma grande copine Isabelle Autissier, qui résume bien la situation. Elle disait toujours, j'aimais beaucoup cette phrase qu'elle dit. Elle dit toujours la mer fait peur. La mer fait peur avant de faire mal, et la montagne fait mal avant de faire peur. Parce que voilà, quand vous couchez un bateau, c'est pas dangereux en soi, mais c'est tout de suite très impressionnant, donc après vous faites gaffe. Quand vous êtes en montagne, vous grimpez une face, même facile, et puis l'orage vient de l'autre côté, puis tout d'un coup c'est la guerre, vous n'avez pas compris pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui la montagne se banalise ? Oui, il peut y avoir effectivement... Moi, je vois plus la montagne comme... alors, effectivement, peut-être qu'à Chamonix, la situation est différente de chez moi dans les Alpes du Sud, où effectivement, la pression sur la montagne est peut-être beaucoup moins forte. Mais ce que je trouve... plutôt beau, c'est que moi je trouve fantastique que les gens finalement fréquentent la montagne et soient en capacité de demande de ce merveilleux de la montagne, quoi. Donc après, la frontière, elle est où effectivement entre dire il y a trop de monde, il n'y en a pas, le discours effectivement est banalisé. C'est sûr que de toute façon, le monde de la montagne rentre de plus en plus dans le champ du connu, quoi. L'histoire de l'alpinisme, c'est ça, c'est des mythes qui vont aussi qui vont tomber au fil des années. Quand Lachenal et Terray répètent la face nord des Grandes Jorasses, ou font la deuxième de l'Eiger, il y avait une dimension mythique autour de ces faces qui était extrêmement forte à cette époque, et effectivement qui a disparu en partie aujourd'hui, parce que après, si vous allez au pied de la face nord des Jorasses en hiver tout seul par une voie très dure, même si vous êtes très armé, il y aura quand même aussi une dimension d'inconnu. Si vous serez toujours fragile aussi, puisque vous allez partir de plus en plus léger. Donc après, la banalisation, est-ce qu'elle est dans le phénomène de voir des vidéos toutes plus spectaculaires les unes que les autres? J'ai du mal à saisir ce qu'on mettrait derrière ça. Ce que je sais, c'est que pour moi, si on met dans la balance, je trouve quelque part beaucoup mieux que des gens aillent en montagne et puis quelque part s'en nourrissent, s'en imprègnent, s'en vivifient, les grandissent, les interrogent, les font bifurquer sur leur chemin de vie, que de dire bah non, restez parqués dans les villes et restez aller boire des coups dans les bars. Je sais pas. Ce serait un peu ça, cette image. Voilà, c'est juste d'être en montagne qui fait qu'il y a cette relation indicible qui s'installe, et que cette relation d'indicible, elle n'est pas liée à une difficulté technique, mais plus voilà, à des valeurs, à une acuité de regard, à une ouverture d'esprit et une ouverture du cœur. Merci.